Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce samedi 4 octobre 2025, au micro, vous êtes avec Senham. Bienvenue à la une. Libération de nouvelles localités par l'AFC M23. Luntukuru. Une opération a été menée par l'AFC M23 le 3 octobre 2025 au cours de laquelle les forces de l'AFC M23 se sont emparées de l'ensemble de Luntukuru dans les environs du centre de Nzibira au sud Kivu. Dans cette zone, les forces armées congolaises FARDC ainsi que les autres groupes qui combattaient à leur côté ont été dispersés. La fuite des FARDC et de leurs alliés a permis à l'AFC M23 de prendre le contrôle total de la localité de Luntukuru, ouvrant ainsi la voie à une progression vers le territoire de Chabunda, le seul du sud Kivu qui n'avait pas encore été touché par la guerre. Il est également rapporté la prise de plusieurs localités dans le territoire de Massissi, notamment Mafuo, Biholo, Shoa, Bwambariro, Busoro, Kinyere, Burora et Ngesha. Une arme AK-47 et un Muzalendo capturés en ville de Bukavu. Kadutu, sécurité. Une arme AK-47, un chargeur approvisionné et un Muzalendo capturé par le bourgmestre de la commune maire de Kadutu sous l'autorité de l'AFC, Maître Biamungu Kazimiri Samuel. C'est un joli coup de filet pour la population de la commune maire de Kadutu, dirigée par Maître Biamungu Kazimiri Samuel, après une longue période de filature et de sensibilisation. Un individu connu sous le nom de Jojo Muzalendo du groupe Foka Mike vient d'être capturé ce samedi 4 octobre 2025 par les services de sécurité de l'AFC M23 à Funu 1er dans le quartier Mossala en commune de Kadutu. Conduit par le bourgmestre de Kadutu sous l'autorité de l'AFC M23, Maître Biamungu Kazimiri Samuel, les services de sécurité ont récupéré très tôt le matin de ce samedi 4 octobre 2025, une arme de type AK-47 munie d'un chargeur approvisionné en munitions dissimulée dans un sac et gardée au domicile de M. Jojo. Ce dernier est un jeune recruté sur le terrain de Funu et formé à Tchazi dans le groupement de Lurara par M. Foka Mike, avant d'être envoyé à Bukavu avec 4 autres jeunes afin de mener des opérations ciblées contre les cadres de l'AFC et la population de Bukavu. Tout en sensibilisant la population de sa juridiction à dénoncer tout détenteur d'armes qui se cacherait encore dans les avenues, Maître Biamungu Kazimiri Samuel appelle tout Muzalendo se dissimulant dans l'un des quartiers de Kadutu à sortir de sa cachette et à rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23. L'arme et le Muzalendo capturé ont été présentés à la population de Funu au terrain qui porte le même nom et remis aux autorités compétentes par l'autorité communale de Kadutu pour dispositions utiles. Kinshasa. Fonarev est suspect comme outil de détournement. Fonarev, le mouvement citoyen Firimbi, accuse le Fonds national de réparation des victimes, Fonarev, censé soutenir les survivantes de violences sexuelles et d'être devenu une machine de détournement au profit d'une élite proche du pouvoir.
Sur les 212 millions de dollars collectés entre 2024 et 2025, seuls 2,5% auraient servi aux réparations promises, le reste ayant été absorbé par le népotisme et la corruption sous la protection de la famille présidentielle. En avril 2025, l'IGF, Inspection générale des finances, avait ordonné le gel des comptes du fonds pour suspicion de dilapidation, une mesure levée en moins de 24 heures sous pression politique. En septembre, une plainte déposée à Bruxelles pour détournement et blanchiment a mis en lumière ce système. Pour Firimbi, le Fonarev incarne une honte nationale et un scandale international et doit devenir un véritable instrument de soutien. Aux victimes. Le fils de Tshisekedi accusé de fusillade dans une boîte de nuit à Kinshasa. Le fils du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, connu sous le nom d'Anthony Tshisekedi, a passé la soirée avec ses camarades dans une boîte de nuit. À la fin, il a ordonné à son garde du corps de tirer immédiatement. Un agent de police est tombé raide, mort sur place. Les autres détails ne sont pas encore bien connus. Troisième réunion du comité mixte de suivi de l'accord de Washington. Le 1er octobre 2025, des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo, en tant que facilitateur de l'Union africaine, et de la Commission de l'Union africaine ont tenu la troisième réunion du comité mixte de suivi, le comité de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C. Le comité a reconnu les défis liés à la mise en œuvre de l'accord de paix et a discuté d'actions concrètes pour son application, notamment en ce qui concerne la neutralisation du groupe armé FDLR et de ses groupes associés, ainsi que l'avancement du désengagement de forces et la levée de mesures défensives par le Rwanda. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont finalisé l'ordre d'opération soumis par le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et ont confirmé le 1er octobre comme date de lancement de l'ordre. Le comité a reconnu l'importance de l'accès du CICR à tous les détenus et la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à faciliter cet accès. Le comité a affirmé la nécessité de soutenir la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix, tant en parole qu'en acte, et les membres ont réaffirmé leur engagement à s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile, en particulier des attaques politiques ou un langage susceptible de compromettre ou de compliquer la pleine application de l'accord de paix, y compris dans les forums internationaux. Le comité a discuté des tensions croissantes à Uvira et à Walikale, appelant tous les acteurs au calme et à la retenue. L'État du Qatar a présenté une mise à jour sur les négociations en cours à Doha entre la République démocratique du Congo et la FCM23 et le comité a salué l'accord sur l'échange de prisonniers ainsi que la reprise des pourparlers durant la semaine du 6 octobre. Le comité a exprimé son soutien à ces efforts et a souligné l'importance de progresser dans le processus de Doha comme
élément essentiel pour une mise en œuvre plus large de l'accord de paix que la Commission de l'Union africaine a exprimé sa disponibilité à soutenir. Le comité a l'intention de tenir sa 4e réunion après la prochaine réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, MCCS, actuellement prévue les 21 et 22 octobre. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar et à l'Union africaine pour leur soutien continu en faveur de l'avancement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région élargie des Grands Lacs. C'est sorti le rapport de l'ONU. Le rapport des 3 derniers mois de l'ONU d'avant-hier, jeudi 2 octobre, compte 540 civils exécutés et plus de 1450 recrues forcées que ce rapport attribue arbitrairement à l'AFC M23. L'AFC M23 est de nouveau accusé d'être responsable de plusieurs exactions dans le nord et sud Kivu, où il contrôle de nombreuses agglomérations, dont les villes de Goma et de Bukavu. Dans un rapport publié ce jeudi 2 octobre portant sur la situation en République démocratique du Congo, l'ONU rapporte qu'au total, 1154 violations de droits humains ont été enregistrées dans le pays au cours du dernier trimestre, dont le plus grand pourcentage est à déplorer dans les zones sous occupation. Les Nations Unies indiquent par exemple qu'au cours de cette période, au moins 539 civils ont sommairement été exécutés par la FCM 23 au cours des opérations prétendument anti-FDLR dans le territoire de Rutshuru. Par ailleurs, selon le même rapport, 1454 personnes ont été contraintes d'intégrer les rangs de l'AFCM 23 et auraient même été envoyées dans des camps d'entraînement. L'ONU indique aussi que l'AFCM 23 a poursuivi des opérations de conquête des agglomérations à Walikale et Masisi en dépit du cessez-le-feu voulu par le processus de paix de Doha. Le rapport accable ainsi la FCM 23 alors que les tensions sont de nouveau vives sur la ligne de front. Faute des résultats à Doha, les deux belligérants ont repris les hostilités. L'aviation congolaise a même déjà repris du service et pylône des positions de la FCM 23 depuis quelques jours. C'est jeudi 2 octobre. Elle a visé des camps ennemis à Buleusa dans le territoire de Walikale. Le dernier round de négociations de Doha a abouti à un compromis en faveur de la libération des prisonniers de part et d'autre par l'entremise du Haut-Commissariat pour les réfugiés, même si, là encore, les deux parties ne sont limitées qu'aux intentions. Ceux qui suivent de près les rapports publiés par l'ONU connaissent bien la complexité de la crise dans la région de Grands Lacs et critiquent souvent ces rapports pour leur partialité. Selon eux, ces documents se fondent généralement sur les informations fournies par une seule partie et passent ainsi sous silence les crimes commis par les forces de l'État congolais. À titre d'exemple, il ne mentionne nulle part les exécutions perpétrées par ces forces contre la population telles que les assassinats, les pillages, les destructions d'habitations ou encore le soutien en armes et autres formes d'assistance aux groupes armés qui s'en prennent aux civils, y compris ceux venus de l'étranger.
Cela se reflète, disent-ils, dans le fait que le gouvernement de Kinshasa ait offert une place officielle au sein de ces structures au groupe FDLR composé des auteurs du génocide perpétré au Rwanda, lequel a chassé une partie de la population congolaise détenue Tutsi. De plus, ce même gouvernement aurait fait appel à des troupes étrangères pour participer à l'extermination et à la persécution de cette communauté. N'ayant pas jugé cela suffisant, Kinshasa aurait encore recruté des mercenaires blancs. Quant à la MONUSCO, elle aurait trahi les principes même des Nations Unies en s'alliant à une coalition regroupant des génocidaires toujours actifs, réunis sous la bannière terroriste du FDLR. Masisi, 2 agents humanitaires enlevés par des miliciens Wazalendo sur la route Nyabiondo-Lukweti. 2 agents humanitaires de Dan Church Aid, DCA, ont été enlevés dans l'après-midi de jeudi 2 octobre par des miliciens Wazalendo sur l'axe routier Nyabiondo-Lukweti dans le territoire de Masisi, province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les 2 humanitaires ont d'abord été victimes d'un braquage perpétré par les miliciens entre les localités de Kunyumba et Lwibo, une zone célèbre pour son insécurité chronique. Un acteur de la société civile de la région indique que ce tronçon est régulièrement le théâtre d'exactions commises par des hommes armés. Contrairement à d'autres zones de la région sous l'influence de la FCM23, cette partie du territoire de Masisi est actuellement contrôlée par les miliciens Wazalendo, souvent accusés de vol, d'enlèvement et de pillage à l'encontre des populations civiles. Les 2 agents enlevés faisaient partie d'une mission humanitaire de DCA visant à venir en aide aux populations locales touchées par l'insécurité et les catastrophes naturelles. Face à cette situation, la société civile appelle les autorités compétentes à s'impliquer activement pour assurer la libération rapide des otages. Dan Church Aid DCA, l'organisation pour laquelle travaillaient les 2 agents enlevés, est une organisation non gouvernementale danoise humanitaire et de développement fondée en 1922. Présente en République démocratique du Congo depuis 2004, elle intervient notamment dans le domaine de l'assistance humanitaire, la protection, l'action contre les mines, les abris et les moyens de subsistance. DCA travaille en collaboration avec les partenaires locaux pour lutter contre les causes structurelles de la pauvreté et des inégalités. Les kidnappings des agents de cette organisation survient 2 mois après un autre enlèvement en août 2025 de 2 agents de Caritas par des hommes armés non identifiés à Sake, toujours dans le territoire de Masisi. Il s'agissait de 2 chauffeurs de Caritas enlevés dans un couvent catholique avant d'être relâchés le lendemain vendredi 1er août, grâce à des négociations entre leurs ravisseurs et les autorités locales. Chopo, FARDC et Wazalendo s'affrontent contre un groupe armé à 9 km de Bafouassende centre. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les Wazalendo s'affrontent ce vendredi 3 octobre à un groupe armé soupçonné être ADF à 9 km de Bafouassende centre, ont confirmé plusieurs sources contactées dont l'administrateur du territoire. À Bafouassende centre, c'est la psychose qui règne. Des déplacements massifs de la population s'observent également. Certains
habitants, selon nos sources, prennent la direction de Nyanya, d'autres avancent vers Kisangani. Les armes lourdes et légères se font entendre jusqu'au chef-lieu du territoire de Bafouassende. Ces hommes armés sont venus de Bangabi, dans la région d'Opieng, selon nos sources. Les affrontements sont en cours au niveau de Buyuri. C'est la jeunesse de l'entité qui a demandé leur progression avant que les FARDC et les Wazalendo ne lancent les hostilités. Les FARDC renforcent leur présence dans les forêts de Bafouassende, explique la société civile. Les alertes se sont multipliées ces derniers jours concernant une probable avancée des ADF à Bafouassende Centre. Lubumbashi. Un militaire vient de confisquer une école publique. Un militaire de la République démocratique du Congo, depuis plusieurs jours, a pris en otage une école en construction par l'État dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Radio Okapi rapporte que, bien que cette école soit en cours d'édification par l'administration de la ville de Lubumbashi, ce militaire et sa famille ont, depuis plusieurs mois, érigé une petite maison à l'intérieur de cette enceinte et y résident. Les habitants du quartier Kilimansimba, où se trouve l'établissement, expliquent que le militaire parcourt les secteurs avec un haut-parleur affirmant que l'école lui appartient et annonça que les inscriptions des futurs élèves vont bientôt commencer. Constatant que ces militaires persistaient, les habitants ont alerté les autorités de Lubumbashi. Le maire intérimaire Patrick Nsimbi s'est alors rendu à Kilimansimbi et a ordonné l'expulsion du militaire et sa famille du lieu. Le 2 octobre 2025, le militaire a été délogé de l'enceinte de l'école de Kilimansimba pour s'être illégalement approprié un bien public. Kinshasa, une somme colossale injectée dans les services militaires. Les dépenses militaires en République démocratique du Congo sont estimées à près d'1 milliard de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2025, selon le site congolais financeentreprise.com. Un rapport de suivi budgétaire du département de la politique de préparation budgétaire du ministère des Finances indique que les dépenses consacrées à la défense nationale au premier semestre 2025 s'élèvent à 2,733,495,225 francs congolais, soit environ 964 millions de dollars au taux de 1 dollar pour 2850 francs congolais. Il est rapporté que le gouvernement a alloué au ministère de Défense 1 milliard 737 milliards 285 millions 942 152 francs congolais, soit la plus grande part des dépenses militaires réparties comme suit. 405 milliards 271 millions 424 463 francs congolais pour l'équipement militaire, 207 milliards 718 millions 458 664 francs congolais pour la gestion et l'entretien, 163 milliards 300 millions 474 975 francs congolais pour les produits de base, alimentation, médicaments et autres fournitures. 193 milliards 807 millions 222 062 francs congolais pour les salaires.
L'article rappelle que le budget annuel alloué aux forces armées congolaises atteint 7 trilliards 251 milliards 38 millions 459 920 francs congolais, soit environ 2,544 milliards de dollars américains. Cibitoke au Burundi. Une centaine de familles ont vu leurs maisons détruites à cause du M23. Des informations indiquent que ces personnes ont commencé à voir leurs maisons détruites à la fin du mois de septembre dernier, une opération menée par les Imbonerakure. Selon SOS Media Burundi, à l'origine de cette information, les familles concernées vivaient principalement dans les localités de Buchimbiri, Kabona et Mbanza, situées dans la zone de Rugombo, commune de Cibitoke. L'un des habitants sinistrés a confié à ce média que leurs maisons construites à proximité de leurs champs ont été démolies par les Imbonerakure qui les accusaient de les avoir érigées sous ordre du mouvement du 23 mars. Il a expliqué que leur activité quotidienne et principale source de revenus est l'agriculture, raison pour laquelle ils avaient choisi de construire leurs maisons près de leurs terres afin d'éviter que leurs récoltes ne soient volées. Il a déclaré: « Nous avons été surpris d'être punis à cause de terres héritées de nos ancêtres. Tout le monde sait que nous sommes des cultivateurs et que c'est notre seul moyen de subsistance, mais nous en avons été victimes. » Les informations ajoutent que la plupart de ces agriculteurs ont été arrêtés et emprisonnés, accusés d'avoir fourni des nourritures aux combattants du M23. Certains commerçants ont également été arrêtés alors qu'ils traversaient la frontière avec les marchandises vers la République démocratique du Congo, soupçonnés de les livrer à ces mouvements. Il est rapporté que la décision de démolir les maisons de ses habitants a été prise à la suite d'une réunion qui a réuni l'administrateur de la commune de Cibitoke avec les forces de police et de l'armée burundaise. L'administrateur de cette commune, Eloge Nageneza, a justifié cette décision en affirmant qu'elle a été prise parce que des individus armés venant du sud Kivu continuaient de troubler la sécurité de la population locale. Actuellement, ces familles, en plus d'avoir perdu leur maison, ont également été privées de près de 80 hectares de terre. Elles expriment leur inquiétude face au risque d'être définitivement dépossédées de ces terres qui appartiennent à leur lignée depuis des générations. Trump a donné à Hamas une date limite pour accepter le plan de paix à Gaza. C'est une décision que Trump a annoncée ce vendredi à travers son réseau Truth Social. Il a déclaré que l'accord devrait être conclu au plus tard dimanche à minuit, heure de Washington. Ce plan de paix comprend 20 points et exige l'arrêt immédiat des hostilités ainsi que la libération dans les 72 premières heures de 20 Israéliens encore vivants détenus à Gaza, ainsi que la restitution des corps de ceux qui seraient décédés. Cela devra s'accompagner de la libération d'un grand nombre de prisonniers originaires de Gaza détenus en Israël. Des informations indiquent que des médiateurs venant de pays arabes et de la Turquie exercent des pressions sur les Hamas pour qu'ils acceptent ce plan, mais l'un des hauts responsables a déclaré que le mouvement pourrait le rejeter. Dans son message publié sur Truth Social, Trump affirme: « Si cette dernière opportunité n'est pas saisie,
de dangers sans précédent s'abattront sur Hamas. La paix au Moyen-Orient adviendra que cela plaise ou non. Selon la BBC, certains dirigeants de la branche politique du Hamas basée au Qatar pourraient soutenir ce plan sous certaines conditions, mais ils n'ont pas l'autorité de décider du sort des otages. On estime que 48 otages sont encore détenus par le Hamas à Gaza, dont 20 seraient encore en vie. Israël a lancé des opérations militaires à Gaza en représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 qui a coûté la vie à environ 1200 personnes dans le sud d'Israël et entraîné la capture de 251 otages. Depuis lors, jusqu'à présent, environ 66 288 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas dans cette enclave. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Saint-Âme.